Première partie. La voix du ciel et de la terre. N'allez surtout pas croire que la sagesse de Confucius est hors de portée, ou qu'on ne peut la considérer aujourd'hui qu'avec révérence. Les vérités de ce monde sont éternellement évidentes et simples. De même que le soleil se lève tous les jours à l'est, que le printemps est la saison des semailles et l'automne celle des récoltes. Les vérités que nous présente Confucius sont toujours les plus limpides. Elles nous indiquent comment mener la vie heureuse dont notre âme a besoin. La sagesse de Confucius peut nous aider à atteindre le bonheur spirituel dans le monde moderne, à accepter les tâches quotidiennes et à trouver des points de repère. Parfois, les entretiens peuvent sembler dépourvus de logique rigoureuse. La plupart des textes ne traitent qu'un seul problème. Très peu sont développés et presque tout ce que nous y trouvons est simple et concis. Nous verrons que ce laconisme est aussi une forme d'enseignement. Est-ce que le ciel parle ? Les 4 saisons suivent leur cours. Tous les êtres croissent. Est-ce que le ciel parle jamais ? Dit Confucius. C'est exactement par cette façon de penser, claire, simple et chaleureuse, que Confucius a exercé une telle influence sur ses disciples. Il a eu 3000 élèves, dont 72 étaient des hommes d'une sagesse et d'une vertu exceptionnelles. Chacun d'eux était une semence qui, à son tour, a répandu partout le germe de cette sagesse et de cette vision du monde. Voilà pourquoi nous autres Chinois considérons Confucius comme un sage. Les sages sont les esprits les plus pratiques et les plus capables de leur temps. En outre, ils sont dotés du plus grand charisme. Ils nous apportent une conviction, une forme de foi, qui, loin de tomber du ciel, est le fruit d'une croissance naturelle, surgissant du sein même de la vie. Cette impression de croissance naturelle, équilibrée, se retrouve dans le mythe chinois de la création, qui nous raconte comment Pan Gu a séparé le ciel et la terre. Il ne s'agit pas d'un changement brutal comme dans un mythe de création occidentale où l'on verrait Pan Gu empoigner une grande hache pour les scinder d'un choc assourdissant, tandis que, éventuellement, une lumière dorée rayonnerait dans toutes les directions et que les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve surgiraient d'un coup. Ce n'est pas le style de la Chine. Non, les Chinois sont nourris de légendes, comme l'origine du monde que relate l'histoire des 3 Augustes et des 5 empereurs de Su Zheng. Un processus très lent, paisible et plein d'attentes. Le ciel et la terre étaient mélangés dans un œuf. Pan Gu vivait au milieu. Au bout de 18 000 ans, le ciel et la terre se dissocièrent. Le yang pur devint le ciel et le yin trouble la terre. Pan Gu, au milieu, mutait 9 fois par jour. Dieu dans le ciel et sage sur la terre. Chaque jour, le ciel s'élevait d'un jang, 3,58 m. La terre épaississait d'un jang, et Pan Gu grandissait d'un jang. 18 000 ans plus tard, le ciel était infiniment élevé, la terre infiniment profonde, et Pan Gu infiniment grand. Selon la légende chinoise, le ciel et la terre se séparent non pas comme un corps solide qui se scinde avec un craquement, mais à la manière de 2 essences qui se dissocient progressivement. L'essence yang, légère et pure, s'élève pour devenir les cieux. La lourde essence yin s'enfonce pour devenir la terre. Mais ce n'est que le début du processus. Notez à quel point les Chinois sont attentifs au changement. Par exemple, l'ouvrage fondamental qu'est le Yi Jing, ou livre des mutations. Pan Gu, entre le ciel et la terre, mute 9 fois par jour. De même que chez un nouveau-né, de minuscules et subtiles transformations s'opèrent quotidiennement. À une étape de ces mutations, Pan Gu devient, dit le texte, un dieu dans le ciel et un sage sur la terre. Un être sage et puissant dans les 2 sphères. Pour les Chinois, cette idée de la maîtrise dans les 2 domaines est un idéal de vie, auquel chacun de nous devrait aspirer. Dans le ciel, notre idéalisme peut déployer ses ailes et voler librement, affranchi de toute règle et de tout obstacle. Et dans le monde réel,
il faut savoir garder fermement les pieds sur terre. Les gens ambitieux et dépourvus de réalisme sont des rêveurs et non des idéalistes. Ceux qui n'ont que la matière et point d'idéalisme sont de besogneux tâcherons et non des réalistes. L'idéalisme et le réalisme sont notre ciel et notre terre. Mais les transformations de Pangu ne sont pas terminées et notre histoire se poursuit. Après la séparation du ciel et de la terre, les cieux s'élèvent chaque jour d'un jang. La terre s'épaissit d'autant et Pangu grandit de même. Ainsi s'écoulent 18 000 ans, jusqu'à ce que le ciel soit infiniment élevé, la terre infiniment profonde et Pangu infiniment grand. Autrement dit, l'humanité est égale aux cieux et à la terre, et tous trois constituent ce que les Chinois appellent les trois Augustes. Les trois éléments de grandeur et d'importance égale dont l'univers est constitué. Confucius voyait ainsi le monde. Les êtres humains sont dignes de respect et doivent se respecter eux-mêmes. En lisant les entretiens, on constate que Confucius parle très rarement avec dureté à ses disciples. Il discute en général avec eux d'une façon détendue, en leur donnant des conseils et des indications pour qu'ils puissent résoudre les problèmes eux-mêmes. Nous avons tous vu des professeurs réprimander leurs élèves, leur intimer l'ordre de ne pas faire ceci ou cela. Et c'est ce qui arrive quand un enseignant n'est pas au niveau de sa tâche. Comme Confucius, un maître véritable discute paisiblement avec ses élèves pour qu'ensemble, ils parviennent à faire s'épanouir les trois Augustes du ciel, de la terre et de l'humanité. Cet esprit détendu, posé et assuré, cette attitude modeste et respectueuse, voilà ce à quoi nous devrions tous aspirer. Les entretiens de Confucius sont l'incarnation de cet idéal. Nous pouvons en tirer une grande force, celle qui jaillit du fond du cœur de Confucius. C'est cette force que Mencius, vers 372-289 avant Jésus-Christ, autre grand philosophe chinois et émule de Confucius, appelle l'esprit noble. Les essences du ciel, de la terre et des éléments intermédiaires ne peuvent exercer toute leur puissance que lorsqu'elles se combinent dans le cœur d'une personne humaine. Notre but ultime est de pénétrer notre cœur des principes clés de Confucius, d'unir le ciel, la terre et l'humanité en un tout parfait, afin d'en tirer une force infinie. Pour qu'une nation survive et prospère, disons-nous en Chine, le ciel doit lui sourire, la terre lui être favorable et son peuple vivre en paix. C'est vers cet équilibre harmonieux que Confucius peut aujourd'hui nous conduire. Unir le ciel et l'humanité signifie réaliser l'harmonie parfaite des hommes et du monde naturel. Nous nous efforçons de créer une société harmonieuse, mais qu'est-ce que l'harmonie véritable ? Ce n'est pas seulement la paix ou des relations cordiales entre voisins. Il faut aussi que le monde naturel tout entier vive et croisse dans le bonheur et la concorde. Les hommes doivent respecter le monde naturel et accepter d'en épouser les rythmes. C'est une force. Si nous apprenons à maîtriser cette force et à y puiser, alors nous pourrons atteindre la largeur de vue d'un Confucius. Confucius avait une attitude extrêmement placide, mais au tréfonds de son cœur, il était très sérieux. Parce qu'il avait en lui une force profonde, enracinée dans de solides convictions. Un de ses élèves, Zhigong, lui demanda un jour quelles étaient les conditions nécessaires pour qu'un pays vive en paix avec un gouvernement stable. La réponse du maître fut très simple. Il n'y avait que 3 conditions. Des armes en suffisance, assez de vivres et la confiance du peuple. Premièrement, l'appareil de l'État doit être puissant. Il doit disposer de forces militaires lui permettant de se défendre. Deuxièmement, il doit avoir de quoi nourrir et vêtir convenablement sa population. Troisièmement, il faut que le peuple ait confiance en ses dirigeants. Cet élève ne cessait de poser des questions bizarres. S'il était absolument nécessaire de négliger l'une de ces 3 conditions, reprit-il, à laquelle faudrait-il renoncer ? Aux forces militaires, répondit Confucius.
Et s'il était absolument nécessaire d'en négliger encore une seconde, dit Zigong, quelle serait-elle? Avec le plus grand sérieux, Confucius déclara « Les vivres, car de tout temps, les hommes ont été sujets à la mort, mais si le peuple n'a pas confiance en ceux qui le gouvernent, c'en est fait de lui. » Ne pouvoir se nourrir mène assurément à la mort, mais qui a jamais réussi à tromper la mort? La pire chose qui puisse arriver n'est donc pas la mort, mais l'effondrement général qui se produit lorsque les citoyens cessent de croire en leur propre pays. Sur le plan matériel, le bonheur n'est qu'une série d'objectifs à atteindre, tandis que la paix et la stabilité véritable viennent de l'intérieur, de notre acceptation de ceux qui nous gouvernent, et cela exige la foi. Ainsi Confucius concevait-il le gouvernement. Il croyait que seule la puissance de la foi permet d'assurer la cohésion d'une nation. Au XXIe siècle, nous estimons que le PIB, produit intérieur brut, est un mode de calcul trop simpliste pour mesurer la qualité de vie des gens. Il faut aussi prendre en compte le BIB, le bonheur intérieur brut. Autrement dit, pour déterminer si un pays est réellement riche et puissant, il ne suffit pas d'évaluer la vitesse et l'importance de sa croissance économique. Il faut avant tout examiner les sentiments de chaque citoyen ordinaire. Est-ce que je me sens en sécurité? Suis-je heureux? Est-ce que je m'identifie vraiment à la vie que je mène? Selon une enquête à laquelle la Chine a participé à la fin des années 1980, le bonheur de ses citoyens n'était alors que d'environ 64%. En 1991, la même enquête estimait l'indice du bonheur à quelque 73%. Et ce, grâce à l'amélioration du niveau de vie ainsi qu'aux réformes entreprises à ce moment-là. Mais une troisième enquête, en 1996, établissait que l'indice de bonheur était retombé à 68%. Ce constat très troublant montre que même lorsqu'une société jouit d'une prospérité matérielle et culturelle, ses membres peuvent éprouver une forme très complexe de perplexité spirituelle. Revenons maintenant en arrière de 2500 ans pour voir à quoi ressemblaient les sages de cette époque moins prospère. Confucius avait beaucoup d'estime pour l'un de ses étudiants appelé Yan Hui. « Que la sagesse de Yan Hui est grande !» s'écria-t-il un jour. « Il demeure dans une misérable ruelle, n'ayant qu'une écuelle de riz et une gourde de boisson. Un autre, en se voyant si dépourvu, aurait eu un chagrin intolérable. Hui est toujours content. Oh, que Hui est sage !» Beaucoup de gens diraient peut-être « Ainsi va le monde, nous devons tous nous débrouiller pour vivre, riches ou pauvres, que peut-on y faire ?» Ce qu'il y a de vraiment admirable chez Hui n'est pas qu'il supportait des conditions d'existence aussi ingrates, mais son attitude envers la vie. Tandis que tout le monde soupirait et se plaignait, Yan Hui ne se départait jamais de son optimisme. Seuls les gens véritablement éclairés peuvent éviter de se laisser dominer par les aspects matériels de la vie, et indifférents à la gloire, à la richesse ou à la pauvreté, conservent en permanence une paix intérieure. Personne, naturellement, ne veut vivre dans la misère, mais il est tout aussi vrai que nous ne pouvons pas régler nos problèmes spirituels en accumulant toujours plus de biens. Aujourd'hui, en Chine, notre existence matérielle s'améliore manifestement, et pourtant, beaucoup de gens sont de plus en plus insatisfaits. La présence très ostensible d'une catégorie de personnes devenues